parler de la vie politique européenne à la veille des élections de 2024. Cette conférence est le résultat d'un partenariat entre Sciences Po Grenoble, bien sûr, et l'Université populaire européenne de Grenoble. Moi, ça me fait très plaisir de me retrouver à Sciences Po, une nouvelle fois dans ces lieux. Je n'oublie pas que j'ai dirigé, mais il y a tellement longtemps, Sciences Po Grenoble. C'est vraiment longtemps, puisque c'est en 1995-2002, donc vous voyez, c'est très ancien. Et l'Université populaire européenne de Grenoble, l'UPEG, c'est une association qui existe maintenant depuis 18 ans, dont l'objectif est de faire connaître le mieux possible l'Union européenne, ses politiques, ses institutions et son droit, bien sûr. Et nous avons un site qui est upeg.eu que vous pouvez observer sans difficulté. Sur le site, nous avons toute une série d'informations. Les conférences en vidéo sont sur le site de l'UPEG. Par conséquent, la conférence de Pierre Bréchon va être enregistrée sur notre site. Nous avons des mini-cours, à peu près 45 mini-cours sur l'Europe, toutes les institutions européennes. Alors quand je dis mini-cours pour les étudiants, c'est des cours de 15 minutes, par conséquent c'est bien des mini-cours. Et puis on a aussi des notes de lecture sur tous les ouvrages qui sont publiés sur l'Europe. On a même une émission de radio hebdomadaire sur RCF Isère, qui s'appelle le quart d'heure européen. On en est à la 108e émission, je crois maintenant, sur ce quart d'heure européen. Alors aujourd'hui, c'est le professeur Pierre Bréchon qui va évoquer la vie politique européenne. Il est professeur émérite de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Nous, on dit Sciences Po maintenant, à Sciences Po Grenoble. Il est chercheur au laboratoire PAC, me semble-t-il, aussi. Il travaille entre autres sur la sociologie des valeurs et de l'opinion. Il a notamment travaillé sur un ouvrage sur l'Atlas des Européens en 2013 avec Frédéric Gauthier. Il dirige la collection Politique Campus Presse universitaire de Grenoble, me semble-t-il. Et Libre Cours Politique. Et puis il est l'auteur de ce livre Libre Cours sur les Européens et leurs valeurs, publié en 2023. Et par conséquent, il connaît bien tous ces sujets. On va donc l'écouter. Il a aussi dirigé Sciences Po, et lui aussi, il y a un certain temps maintenant, de 2003 à 2005. Voilà, je crois avoir tout dit. À toi. Merci beaucoup, Henri. Vous préférez avec ou sans micro? Avec, oui. Avec. Donc, les étudiants en général sont un peu sourds d'oreille, vu leur âge. Merci beaucoup pour cette invitation. Je me retrouve toujours avec plaisir avec les auditeurs, les participants de l'UPEG. Et donc, la vie politique européenne, ça m'a fait travailler quand même, parce que c'est bien. La vie politique européenne, c'est au fond extrêmement compliqué. Et on voit passer des choses et puis on en oublie. Donc, voilà, je me suis refait aussi une mémoire pour vous parler de la vie politique européenne à la veille des élections du 6-9 juin 2024. J'ai mis la date parce que beaucoup de jeunes ne connaissent pas encore la date, et ça indique aussi, au fond, que l'harmonisation de cette élection au plan européen n'est pas totale. Les formes de l'organisation n'est pas complètement homogène, et donc selon les pays, ça se déroule sur une moitié de semaine, mais quand même il y a la date de la fête de l'Europe dedans. C'est toujours, en principe, c'est peut-être pas toujours. Mais c'est au mois de mai. Oui, pardon. J'ai rien dit. Bon, donc voilà, un certain nombre de diapositives, et d'abord une diapositive un peu générale sur les institutions européennes. Et donc, cette vie politique européenne, elle est régulée par des institutions très originales. Et l'Union européenne est très originale en elle-même.
c'est difficile de dire ce que c'est. Jacques Delors avait dit une fois, c'est un objet, un ovni, un objet non identifié, un objet politique non identifié. Et puis, un peu plus tardivement, je crois, oui, en 1996, il avait défini l'Europe une fédération d'États-nations. Vous voyez que dans cette formule, il y a deux modèles politiques en principe démocratique. Le fédéralisme, mais on n'est pas tout à fait fédéraliste, ou pas fédéraliste même, d'État-nation. Ça veut dire que les États gardent une place importante dans le processus européen. Et on le voit bien lorsqu'on regarde le triangle de la décision politique, avec une commission européenne qui a l'initiative des lois, des règlements et des et des directives, voilà, merci. Il y a un pouvoir législatif qui est partagé entre le Conseil européen, Conseil des chefs d'État et de gouvernement, et le Parlement. Et ce Parlement, je le rappelle, est élu depuis 1979 au suffrage universel direct, alors qu'auparavant, il y avait bien un Parlement qui était une émanation des parlements nationaux. Les décisions du Conseil européen, selon leur nature, elles sont prises pour les sujets les plus importants à l'unanimité. Il y en a beaucoup qui sont la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, ça veut dire une double chose. Ça veut dire 55% des États membres, donc actuellement 15 sur 27. Et ces 15 États membres doivent représenter au moins 65% de la population. Donc on tient compte au moins en partie du poids démographique des États. Et puis il y a un certain nombre de décisions qui sont à la majorité simple. Alors, la chose importante, c'est que, évidemment, dans un tel système, avec des prises de décision par plusieurs instances, ça suppose beaucoup de négociations, et de ces négociations qui durent longtemps, parce qu'il faut faire germer des majorités conséquentes, voire l'unanimité, et on le reverra tout à l'heure, c'est pas simple d'arriver à des décisions unanimes. Ça a quelque chose à voir avec des systèmes très anciens qu'on rencontrait en Afrique, qui est la palabre sous le baobab, où il faut beaucoup discuter, et pour arriver à une décision, même au bout d'un temps assez long, pour arriver à une unanimité, ce qui veut dire que chaque État a un droit de veto quand il faut une décision unanime, et donc c'est une contrainte qui oblige à négocier, et puis également les opinions publiques des différents États. Je ne sais pas si on peut dire l'opinion publique européenne, mais en tout cas, les opinions publiques, elles se font entendre, et du coup, eh bien, il faut savoir faire des compromis entre tous ces acteurs. Tout petit point d'histoire, je reviendrai à des aspects historiques dans la diapositive suivante, mais historiquement, on peut dire que l'Europe, l'Union européenne, s'est construite d'abord par les élites. Et entre élites, c'est-à-dire que les opinions publiques étaient très peu présentes et s'intéressaient très peu à l'Europe. Et donc, il y a une expression qu'on a beaucoup utilisée, que les politologues ont beaucoup utilisée, qui était de dire que ça fonctionnait jusque dans les années 90 selon le consensus permissif. Donc, les opinions publiques laissaient faire, elles ne mettaient pas de bâton dans les roues, c'était donc un consensus permissif. On n'est plus du tout, c'est ça que je veux souligner, on n'est plus du tout dans cette situation
d'une certaine manière, on peut dire que chacun aujourd'hui est affecté par les politiques européennes dans sa vie quotidienne. Le mouvement des agriculteurs actuellement le montre bien. Toute la législation sur la protection des données le montre aussi. Enfin, on pourrait prendre des tas d'exemples. Donc, il y a des pressions très fortes aujourd'hui, des opinions publiques, des lobbies sur les instances européennes en fonction des intérêts des uns et des autres. Pour revenir donc au Parlement et à l'élection européenne, donc c'est au suffrage universel direct depuis 1979. Ça a été fait pour renforcer la démocratie, pour que l'Union européenne, justement, fasse participer l'ensemble des acteurs et des citoyens au processus européen. Donc, il y a une volonté de démocratie d'associer les opinions publiques et les acteurs, les forces vives européennes aux décisions. Et donc, il y avait une volonté de renforcer l'intégration, on va dire, des peuples européens. On vote dans chaque État au même moment, avec un seul tour, au mode de scrutin proportionnel, qui est un mode de scrutin très développé dans beaucoup de pays, mais pas dans la tradition française. Il y a dans 23 pays une seule circonscription nationale, donc des listes nationales, ce qui est donc aussi quelque chose d'important. Beaucoup, je ne sais pas, en tout cas un certain nombre d'acteurs souhaitaient la création d'une liste transnationale, pas complète, pas parce que, justement, je pense que la vie politique, elle est encore beaucoup organisée au niveau des États. Donc, organiser une liste complètement européenne, ça semble difficilement possible à beaucoup. Et donc, l'idée était d'une liste transnationale de 28 députés. Et ça aurait permis, chaque tendance se présentant, aurait eu un chef de file qui aurait été le candidat de cette tendance pour la présidence de la Commission européenne. Les chefs d'État ont regardé, le Parlement était assez pour, je crois, et par contre, les chefs d'État ont regardé ça avec un peu de scepticisme, ont estimé que c'était au moins prématuré, et voilà, c'est donc pas en application pour la prochaine élection. En France, chaque liste doit comporter une alternance d'hommes et de femmes, et on a mis pour la France un seuil, donc ça c'est pas encore homogénéisé. On a mis un seuil de 5% en France. Je crois que c'est les instances européennes ont prévu qu'on ne pouvait pas aller au-delà de 5%. Donc le seuil, il est entre 0 et 5, on va dire. Et on répartit, il y a plusieurs manières de faire fonctionner le scrutin proportionnel. On répartit pour la France les élus à la plus forte moyenne, ce qui donne un petit avantage au parti, à la tendance qui arrive en tête. Je vais commencer par donner quelques chiffres. Rassurez-vous, ceux qui me connaissent savent qu'il y a souvent beaucoup de chiffres dans mes interventions. Là, pratiquement, c'est la seule slide, et sans tableau, où il y a pas mal de chiffres. Bon. Alors, je rappelle d'abord que l'approbation des Européens
l'histoire vient après. Donc l'approbation des Européens à l'égard de la construction européenne, si on regarde, notamment les eurobaromètres, alors les eurobaromètres, un mot d'explication, c'est une enquête faite tous les 6 mois dans tous les pays de l'Union, plus quelques autres. En général, les candidats à l'Union sont aussi enquêtés parce qu'il faut savoir justement ce que les habitants de ces pays pensent et quelles sont leurs valeurs à l'égard de l'Europe. Est-ce qu'ils sont prêts à intégrer l'Europe du point de vue de leur système de valeurs, ou est-ce qu'il faut pousser les États candidats à mettre en place des réformes pour faire évoluer aussi, pour essayer de faire évoluer les populations, mais c'est très difficile parce que chacun a son système de valeurs et ne reprend pas forcément celle de son État, et les incitations ne sont pas toujours suivies des faits. Et donc, au fond, l'approbation de la construction européenne, avec la montée en puissance de cette construction, ça s'était pas mal affaibli jusque dans les années 90. Dans les années 90. Mais ce qu'on peut dire, c'est que depuis, évidemment, il y a des oscillations, mais la confiance est quand même pas si mauvaise que ça. En 2013, 50% des Européens déclaraient que l'appartenance de leur pays à l'Union était une bonne chose. Et aujourd'hui, c'est le cas de 61% de la population. Donc il y a quand même une majorité assez nette pour dire oui, c'est plutôt bien que notre pays appartienne à l'UE. Et la mauvaise chose, c'est seulement, la réponse mauvaise chose, c'est seulement 27%, le reste étant ni bon ni mauvais. Donc vous voyez, il y a quand même une dominance très nette pour dire c'est une bonne chose, l'Europe finalement est une bonne chose. Dans un eurobaromètre très récent, 55% voudraient que le Parlement européen joue un rôle plus important. Donc voilà, il y a une certaine attente, je n'ose pas dire une attente forte, mais une certaine attente pour que le Parlement, au fond, contrôle et limite la technocratie bruxelloise qui est souvent vilipendée. Et l'adhésion de l'UE à l'Ukraine est très largement soutenue. Toujours dans un eurobaromètre récent, 47% disent qu'ils ont confiance à l'Union européenne. Les parlements et les gouvernements nationaux, c'est 32 et 33%. Donc voilà, on fait plus confiance à l'Europe qu'aux parlements nationaux, en moyenne. Donc c'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné. Il faut souligner aussi que la confiance à l'Europe est très différente selon les pays. Ça va de 73% au Danemark à 34% en France. On est de ce point de vue-là les plus pessimistes, pas seulement sur ça, on est très pessimiste en France, voilà, sur beaucoup de choses. Donc c'est une difficulté évidemment pour la gouvernance politique aussi de la France, depuis pas mal d'années, pas seulement depuis 2017. Quant au futur de l'Union, 73% se disent optimistes à cet égard et 34% pessimistes. Il y a aussi une bonne majorité en faveur de l'euro. Encore un chiffre qui est plutôt réconfortant, on va dire, si on est européen. 55% jugent efficace le plan de relance économique. Je reviendrai sur ce plan de relance économique tout à l'heure. Il a été adopté il y a 3 ans, en 2021, pour aider au redéploiement de l'économie européenne après
après le Covid. Et donc, voilà, ce plan, il est assez satisfaisant pour beaucoup d'Européens. Et là encore, en France, c'est beaucoup plus médiocre. Bon. Les problèmes les plus importants auxquels l'Union européenne doit faire face, c'est comme au plan national, d'après les sondages, le coût de la vie, la situation internationale, l'immigration, le changement climatique, la situation économique, l'approvisionnement énergétique. Donc, au fond, c'est les grands sujets nationaux et les grands sujets pour l'Europe ne sont pas très différents. Mais en tout cas, je reviendrai sur beaucoup d'entre eux tout à l'heure en parlant des enjeux de l'élection à venir. Je change d'enquête et je prends la European Values Study. Cette enquête faite tous les 9 ans, elle n'est pas très riche sur l'Europe. Il y a quand même au moins 2 questions. Et donc, il y en a une où on voit aussi la confiance en l'Europe. Et là, j'ai retenu surtout sur l'élargissement. Sur l'élargissement, à peu près la moitié des 50 000 sondés il y a 3-4 ans, 5 ans, trouvent que l'élargissement est allé trop loin. Et ça a même monté par rapport à 2008. Seulement 24% que l'élargissement devrait continuer. Alors c'est des chiffres d'avant la guerre en Ukraine. Peut-être que la guerre en Ukraine change des choses, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant de chiffres comparatifs. Donc voilà pour les grandes valeurs au niveau et opinions au niveau de la population concernant l'Union européenne. Je reviens un peu à l'histoire et à l'histoire des élections européennes. C'est des élections habituellement peu mobilisatrices. Je crois que oui, c'était 38% en 1979 qui s'étaient abstenus. Donc on avait déjà trouvé à l'époque que c'était beaucoup, c'était nettement plus que pour des élections législatives et, à l'époque. Et on était sur 15 pays, des pays qui votent en général quand même relativement beaucoup par rapport à l'Est de l'Europe qui n'était pas encore dans le périmètre de l'UE. Cette abstention, elle était montée progressivement à 53%, plus de la moitié des électeurs en 2014. Et, divine surprise, vraiment on ne l'avait pas tellement vu venir, voire pas du tout, elle est redescendue à 43% en 2019, ce qui est un écart assez important. C'était une élection 2019 qui venait dans le contexte des débats sur le Brexit, sur la sortie de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et peut-être que ça a joué dans la mobilisation devant le Brexit a multiplié les débats sur la construction européenne. Et il est possible que certains eurosceptiques, qui étaient jusque-là abstentionnistes, ont peut-être décidé de voter, faisant alors monter, c'était le cas donc en 2019, la droite radicale souverainiste. Quand on regarde l'Ouest comparé à l'Est de l'Europe, on vote moins à chaque élection européenne, on vote moins à l'Est qu'à l'Ouest, globalement. L'Est de l'Europe est peu participant aux élections, quelles qu'elles soient, et ça se vérifie aussi aux élections européennes. Rappelons que les pouvoirs du Parlement européen ont progressivement augmenté et qu'aujourd'hui, ce Parlement, enfin ces pouvoirs, le Parlement plutôt, a un rôle décisif
dans le choix du président ou de la présidente de la Commission européenne. Il y a un candidat qui est proposé par le Conseil européen à la majorité qualifiée, mais ensuite, il faut obtenir un vote majoritaire du Parlement européen. Et chaque commissaire européen est ensuite auditionné par le Parlement qui vote globalement la confiance à ce collège. Donc c'est assez exigeant et le Parlement ne donne pas sa voix très facilement. Donc voilà, c'est signe que voilà, il y a des enjeux importants autour de l'élection du mois de juin, puisque selon la composition du Parlement, ça ne sera pas forcément le même président de la Commission. Normalement, on pense que Madame Ursula von der Leyen représentera sa candidature pour un second mandat, mais c'est pas gagné pour elle selon les résultats de l'élection. Rajoutons que le Parlement, comme tous les parlements normalement dans des pays démocratiques, le Parlement vote et contrôle le budget annuel et que les textes législatifs proposés par la Commission doivent être approuvés par le Conseil, évidemment, les chefs d'État et de gouvernement, et puis par le Parlement, et ce Parlement se prononce aussi sur les élargissements. Voilà pour cette diapositive, j'avance, et regardons la composition du Parlement européen qui a été élu en 2019. Après, on comparera avec les prévisions 2024. Et donc, voilà le camembert des sièges au Parlement européen en 2019. Et donc, il y avait 751 élus, parce qu'il y avait encore les Britanniques qui n'avaient pas officiellement quitté l'Union. Et donc, voilà ce que ça donnait. Le Parti populaire européen, comme c'est en anglais les initiales, donc EPP sur le graphique, 182 sièges, suivi par les sociaux-démocrates, la gauche modérée, 154 sièges. Ensuite, Renew Europe, donc les libéraux européens, à l'intérieur desquels siègent les élus de Renaissance qui s'appelait En Marche à l'époque. Donc voilà pour les... Et puis les Verts, et donc voilà pour les principaux groupes, mais sur les extrêmes, un groupe de gauche radicale, GUE et la gauche unitaire européenne est alliée et sera encore alliée en 2024 avec la gauche verte nordique, qui est une gauche verte assez radicale. Voilà, donc c'est pas étonnant qu'ils siègent ensemble et que cette gauche verte ne soit pas allée avec le groupe principal des Verts. Et à l'extrême droite, deux tendances, ce qui veut dire que la droite radicale n'est pas très unie au plan européen. Il y a un groupe ECR, alors là aussi c'est en anglais, conservateurs et réformistes européens, où on trouve le PiS polonais, le Fratelli Italia de Madame Meloni, et eux, ils avaient à l'époque 62 élus. C'est une droite plutôt conservatrice, alors que l'autre groupe est plutôt les identitaires. Les identitaires, et ils s'appellent Identité et démocratie, mais c'est plutôt démocratie directe et référendum, et
c'est pas tout à fait ce que tout le monde, c'est pas tout à fait peut-être la démocratie représentative, mais néanmoins, il se présente aux élections, puisque il faut être présent partout. C'est une règle que beaucoup, voire tous les partis politiques appliquent, sauf des marges encore plus ultra, on va dire, qui refusent les processus électoraux. À signaler encore que le Fidesz hongrois, qui est au fond un parti assez conservateur et assez illibéral, devenu assez illibéral et autoritaire, populiste autoritaire, conduit par Viktor Orban. Il a 12 élus et il était avant au PPE, il en a été exclu en 2021 et il siège aujourd'hui chez les non-inscrits. Je ne sais pas dans quel groupe il siégera en 2024. En tout cas, les voix, au fond, ne vont pas toujours... ces voix peuvent être assez proches, les votes, pardon, au Parlement des députés du Fidesz peuvent rejoindre assez souvent ceux de la droite radicale. Voilà donc pour le point 2019-2024. Aujourd'hui, à quoi peut-on s'attendre? Quel Parlement européen en juin prochain? Alors, il y a différents types de sondages. J'ai pris un sondage fait dans chaque État au niveau européen, qui est un sondage en principe assez sérieux, que vous pouvez trouver sur le site Europe Elex. C'est un sondage de novembre 23, donc il a quand même 2 ou 3 mois. Ça peut bouger évidemment et il faut être prudent. Donc c'est pas les résultats exacts de juin 24 parce que sinon c'est pas la peine d'aller voter. Donc mais quand même ça donne une tendance. Ça donne une tendance qui est quand même assez vraisemblable, avec une droite radicale qui passerait entre ces deux groupes de 126 sièges à 169, sans compter le Fidesz. Et voilà, pour eux, pour cette force politique, c'est très important. C'est très important. Ça voudrait dire qu'ils représenteraient à peu près 20%, peut-être un peu moins de 20%, sur aujourd'hui 705 sièges, on en a peut-être rajouté quelques... 720, parce qu'on a rajouté quelques sièges, et donc on les en a... Voilà, donc... On passe de 705 à 720, oui. Donc, voilà, il y a... Sur 720, vous pouvez faire comment on dit, la règle de 3 pour voir le pourcentage, ce que donne 169 plus 12. En tout cas, c'est une poussée très importante, alors qu'au fond, quasiment tous les autres sont stagnants ou en baisse. Le plus en baisse, c'est le groupe des Verts. Il y a une très légère baisse pour la gauche radicale et pour le Parlement et pour le Parti populaire européen, et on va dire un peu plus forte pour les sociaux-démocrates en principe. Bon. Et vu les résultats au niveau national dans les élections récentes de la droite radicale, la tendance elle est quand même très vraisemblable. Donc ça voudrait dire que la droite radicale serait en deux groupes. Si on enlève le Fidesz, la deuxième tendance du Parlement européen après le PPE, et donc et juste derrière lui. Et on peut rajouter que c'est peut-être pas l'option la plus vraisemblable, mais une nouvelle majorité n'est pas exclue. Quand on regarde ce tableau, une nouvelle majorité n'est pas exclue si on ajoute le PPE
qui est quand même, dans sa majorité, une droite relativement bien à droite, on va dire. Il faut trouver des formules. Donc, une droite relativement bien à droite, plus les deux groupes de droite radicale, ça pourrait faire une majorité alternative, alors que aujourd'hui et traditionnellement, le Parlement européen fonctionne sur l'alliance des sociaux-démocrates et du Parti populaire européen, avec de temps en temps, ou même assez souvent, les votes de Renew Europe, voire des Verts. Donc tous les modérés du Parlement européen sont assez souvent à peu près ensemble, en ajoutant quand même que le clivage gauche-droite, il existe bien au Parlement européen, mais il est moins fort qu'au niveau qu'aux échelons nationaux, puisque au Parlement européen, les différences et les enjeux nationaux ont parfois quand même, peut-être un peu moins qu'autrefois, mais quand même, ils ont toujours un peu d'impact sur les votes. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts des pays qui peuvent aussi se faire entendre, et il n'y a pas une discipline de vote stricte au Parlement européen. Donc, voilà, je reviens à ma diapo, parce que j'ai quitté le fil. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Oh, oui, j'ai tout dit. Donc, j'en viens maintenant, au fond, à la partie qui est la plus longue, qui est les enjeux européens de l'élection. Je vais faire plus large que ce que j'avais annoncé. J'avais annoncé qu'un focus sur la politique migratoire, mais en préparant mon intervention, j'ai été amené, enfin j'ai vu qu'il fallait, que c'était important, de faire plus large. Donc, d'abord, la politique migratoire, je pense que ça va être un enjeu assez fort de cette élection. Alors pourquoi ? Parce que, au fond, depuis 10 ans, on a connu des mouvements migratoires extrêmement forts en Europe, et l'Europe attire beaucoup. En 2015, il y a dû y avoir 1,7 million ou 1,8 million d'arrivées dans l'Union. L'Union en elle-même attire beaucoup plus que la France. La France se croit attractive, se dit attractive, mais au fond, quand on regarde les chiffres, elle n'est pas tant que ça. Bon, je ferme la parenthèse. Voilà, du coup, l'Union, au fond, a cherché, depuis 2016, à durcir sa politique sur le sujet migratoire. Et ça a mis 7 ans, 8 ans à aboutir. Mais ça y est, quasiment, c'est abouti. Alors, je repars de 1990. La politique européenne, elle tournait autour du règlement de Dublin, qui a été complété à 2 reprises, et ça permettait de renvoyer les demandeurs d'asile dans le premier pays européen où ils sont arrivés. Et donc, s'ils franchissent une frontière après être arrivés, par exemple, en Italie, vous savez qu'il y a eu un certain nombre de migrants qui sont morts à cette occasion autour de Briançon, entre Briançon et l'Italie. Si ces immigrés venant souvent de l'Afrique noire ou de plus loin, quand ils arrivent à passer en France, et évidemment il y en a un certain nombre qui arrivent à passer, et bien, les forces de police mobilisées pour ça, on regarde, quand on fait le bilan de l'immigration, bilan économique de l'immigration, on ne compte jamais ce que coûtent les forces armées, police mobilisées pour cette tâche entre Vintimille et Briançon au moins.
Et donc, voilà, c'est un jeu aux gendarmes et aux voleurs, d'une certaine manière, très lourd sur la frontière, et un certain nombre sont renvoyés dans le pays dont ils ont atteint l'Europe, c'est-à-dire qu'ils s'appellent les Dublinés. Voilà. Alors ils sont dublinés, ils font appel, ça dure plusieurs années parce que les services sont débordés pour gérer les dossiers, et tout ça, évidemment, pose un certain nombre de questions. On a créé l'agence Frontex en 2004, qui c'est censé aider les États à contrôler les frontières extérieures de l'Union, mais il y a des embarcations de Frontex en mer, il y a de nombreuses embarcations de migrants qui font naufrage, il y a eu 27 000, on estime à 27 000 migrants les morts en Méditerranée entre 2014 et 2024. Donc, au fond, malgré ces grands principes sur la défense des droits humains, sur cette question, l'Union européenne ne protège pas beaucoup les migrants. À mon point de vue, vous avez le droit d'avoir un avis contraire, mais à mon point de vue, elle ne protège pas beaucoup les migrants, et encore moins les mineurs. Parce que dans les législations internationales, il y a des protections spécifiques qui concernent les mineurs, et on connaît un certain nombre de refoulements de mineurs, alors que normalement, ils ont des droits incompressibles, je ne sais pas comment il faut dire, incompressibles à l'asile politique. Donc, on cherchait une réforme, enfin l'Union européenne cherchait une réforme, et ça a beaucoup traîné parce que les pays européens n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Il fallait au fond bien mieux contrôler la frontière extérieure de l'Union, d'une part, et d'autre part, répartir la charge de gestion des demandeurs d'asile pour que ça ne repose pas simplement sur les principaux pays d'arrivée, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, et un tout petit pays, mais proportionnellement c'est très lourd pour lui, Malte. Donc voilà, il fallait arriver à s'entendre sur ces sujets. Alors, à une très large majorité, on a abouti, enfin l'Union européenne a abouti au Parlement à un vote très majoritaire de pratiquement tout l'univers, je vous ai dit, des sociodémocrates au PPE. Donc, très large majorité pour ce nouveau règlement, ce pacte migratoire. Donc, il prévoit, au PPE, je crois, il n'y a que les LR français qui n'ont pas voté. Donc, ça prévoit une procédure d'enregistrement dès l'entrée dans l'Union, avec des centres de tri, j'ai mis sur ma diapositive, de tri-rétention, puisqu'il faut pouvoir les renvoyer tout de suite sans qu'ils s'installent. Donc on fait un tri, et tous ceux qui viennent de pays considérés comme sûrs, où ils ne courent pas de gros risques à leur retour, en 3 ou 6 mois, ils devraient être renvoyés dans leur pays d'origine. Et donc, ça, c'est le premier mécanisme, et l'Union européenne espère que, du coup, elle aura beaucoup moins de gens à bien intégrer, qu'elle souhaite bien intégrer ceux qu'elle accepte. Alors, cela dit, un mécanisme de solidarité entre pays a été établi. Les pays dits de première ligne, qu'on définit en fonction du pourcentage de migrants par rapport à sa population, c'est ceux que j'ai évoqués il y a quelques minutes, ces pays de première ligne
bénéficieront d'un mécanisme de solidarité, et donc, notamment en période de crise, on actionnera un mécanisme de solidarité et on invitera chaque autre pays européen à accueillir son lot de migrants à hauteur de au moins 30 000 réfugiés, ce qui, cela dit, semble peu à l'égard des demandes actuelles. En 2022, je crois qu'il en est arrivé davantage en 2023. En 2022, il y a eu 970 000 demandes d'entrée et d'asile politique. Donc, 30 000 par pays. Les centres, pour l'instant, on en a prévu 4. Il y reste entre 3 et 6 mois. Ça ne fait pas énormément de... voilà, ça risque, il faudra probablement ouvrir d'autres centres. Bon, donc il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas réglés, je pense, autour de ce pacte, mais enfin, le pacte, il est adopté et il prévoit aussi une compensation financière pour 20 000 euros par réfugié non accueilli dans les pays qui n'accepteraient pas leur contingent de 30 000. Et la contradiction est venue de la Pologne et de la Hongrie notamment, qui souhaitent être exonérés et de l'Est de l'Europe, qui souhaitent être exonérés de cette solidarité du fait de leurs faibles ressources. Et donc, voilà, normalement, ils ne sont pas bien pas d'accord, mais ça doit s'appliquer aussi à eux. Et donc, voilà, dans ce pacte, évidemment, l'UE insiste aussi sur le respect des droits fondamentaux pour trier donc, entre asile politique légitime et immigrés économiques. La droite radicale ne voit pas ça comme limitant les flux, elle voit ça comme risquant de les augmenter, et donc évidemment elle est contre, et à la gauche, à l'autre niveau, à l'autre extrême, la gauche radicale craint un rejet plus massif des demandeurs d'asile. Donc c'est aussi pour ça que, vous voyez, les positions politiques sont relativement claires et de chaque acteur du Parlement européen, et c'est donc aussi pour ça que les élections européennes de juin sont très importantes. Et c'est donc un enjeu très important. J'évoque d'autres enjeux, les aides aux agriculteurs. Après tous les mouvements de protestation, il y a quand même beaucoup de pays qui ont, depuis quelques mois, une protestation sur le niveau de vie des agriculteurs et sur les tracasseries de Bruxelles et de la PAC à l'égard des exploitations agricoles. La PAC, je précise là, mais je vais passer un peu plus vite, il y a donc des objectifs qui ont été définis pour 2023-2027 pour l'Europe, avec 10 objectifs, et ça commence par assurer un revenu équitable aux agriculteurs et renforcer la compétitivité de l'agriculture européenne. C'est au fond de belles ambitions pour l'agriculture européenne, mais pour l'instant, ça n'a pas encore été beaucoup suivi d'effets au niveau donc de la mise en œuvre. Même si, alors la PAC représente un gros budget, à peu près un tiers du budget européen, alors que c'était la moitié autrefois, et la France en profitait très largement. Elle en profite toujours largement, mais un peu moins qu'avant proportionnellement.
puisque le budget a été réduit, il y a de nouveaux acteurs. Donc, alors, j'ajoute que l'Union européenne, plus exactement la Commission, vient d'engager ce qu'on appelle un dialogue stratégique. Donc le dialogue stratégique, ça a déjà existé, donc c'est une mesure où, sur certains sujets, l'Union européenne ou la Commission décide d'ouvrir des discussions avec les acteurs d'un secteur pour essayer de faire avancer certains dossiers. Et donc, ça avait été annoncé en septembre 23 et il y a 15 jours, les acteurs, ils ont reçu une annonce qu'il fallait qu'ils se réunissent. Je crois que ça a eu lieu en fin de semaine dernière. Et donc, il y a des sessions prévues sur 2-3 jours jusqu'au mois de juin. Et donc, ce dialogue, bon, on ne sait pas encore ce qui en sortira, mais évidemment, à l'ordre du jour des discussions, il y a bien sûr le revenu des agriculteurs, les contraintes environnementales qui ont été décidées par l'Union européenne, et notamment la jachère qui a été décidée pour préserver la biodiversité, mais qui s'impose désormais, qui pèse désormais sur les agriculteurs. Il y a aussi des récriminations à l'égard de la concurrence de l'agriculture ukrainienne. Il y a des récriminations à l'égard des traités de libre-échange qui sont vus par pas mal de syndicats agricoles comme une concurrence déloyale par rapport aux produits made in Europe et qui sont qui ont moins de contraintes sur les normes de production notamment. Bon. Donc voilà, ce dialogue, il est lancé. Qu'est-ce qu'il donnera? On n'en sait rien, mais c'est pas mal qu'il soit lancé. Autre enjeu qui me semble important, lié au débat de ces dernières années, la transition écologique et le pacte vert. Donc là aussi, il y a des enjeux importants. L'Union a donc adopté un plan pour respecter les objectifs de l'accord de Paris et mis noir sur blanc dans le pacte vert, l'Europe doit être neutre, c'est un objectif fixé, doit être neutre pour le climat en 2050. Et objectif intermédiaire, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030. 2030, on y est quasiment. Hein. Donc réduire de 55% par rapport à 1990. Donc on a fait un bout du chemin, mais il en reste encore pas mal. Et puis, autre mesure qui est fortement discutée, c'est la fin du moteur thermique pour 2035, avec donc plus aucun moteur thermique sortant des usines de l'Union européenne à cette date-là. D'autres mesures, mais vous pourrez regarder les diapositives si vous le souhaitez plus tard. Donc, plein de bonnes choses dans ce pacte vert, plein de bonnes choses. Cela dit, parfois, on peut s'étonner de quelques mesures qui ne semblent pas être complètement dans les clous. Par exemple, vers la fin de l'automne, l'autorisation du glyphosate, qui était très discutée, a été finalement réacceptée par l'Union européenne pour 10 ans, autorisée pour 10 ans. Je crois que la France est abstenue d'ailleurs. Oui. Bon, elle n'a pas Elle a laissé faire. Elle a laissé faire, voilà. Voilà, elle a laissé faire. Voilà, donc ça aussi, c'est un enjeu qui va être à l'agenda des élections européennes, bien évidemment.
Alors ce pacte vert, il est évidemment très mal vu par les agriculteurs, par de nombreux industriels, par une partie de la droite et du PPE, par toute la droite nationale populiste et eurosceptique. Et beaucoup demandent aujourd'hui une pause par rapport à ce pacte. Donc voilà, les choses ne sont pas jouées et Madame von der Leyen et la Commission ne peuvent ignorer ces récriminations si cette commission veut être réélue. Et donc voilà, c'est une pression forte qui risque de s'exercer, mais dont le résultat de l'élection aura aussi évidemment un impact sur ce sujet. Puisqu'actuellement, seuls les Verts, mais on a vu qu'ils étaient en perte de vitesse, soutiennent clairement et unanimement, je crois, le pacte vert. J'en ai pas tout à fait fini, mais je vais essayer de laisser de la place pour échanger, mais j'ai presque fini. Donc, l'élargissement de l'Union, c'est aussi un sujet important. Il y a actuellement 8 pays de l'ex-bloc communiste qui sont des candidats reconnus, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un vote des instances européennes pour les chefs d'État à l'unanimité. Pour les Balkans, 6 pays, et puis des pays qui sont plus ou moins menacés par Moscou, qui estiment que ça fait partie de leur zone d'influence et de domination, la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie. Et alors il y a aussi, au-delà des 8 pays, il y en a un 9e, la Turquie, mais là, les négociations sont gelées depuis 10 ans. Ils ont été acceptés il y a une bonne dizaine d'années, peut-être 15 ou 20, je ne sais plus. Voilà. Et j'ajoute que le Kosovo, il est candidat potentiel. Il a officiellement déposé sa candidature, mais il n'y a pas encore eu de vote le concernant. Alors donc normalement, maintenant, au moins pour les 8 pays, il doit y avoir un long processus pour faire assimiler par les pays candidats l'ensemble des législations européennes, l'ensemble des principes démocratiques, des législations anticorruption, l'existence d'un marché économique considéré comme viable et concurrentiel. Donc ça, c'est des éléments importants qu'il faut vérifier de manière que l'Union européenne vérifie de manière extrêmement minutieuse. Évidemment, dans les conséquences de nouveaux adhérents, il y a ce qui reste pour les autres, puisque c'est des pays relativement pauvres qui vont adhérer. Si le budget n'augmente pas, et au fond il y aura des pressions pour qu'il n'augmente pas beaucoup. Là, demain, il y a à l'agenda d'un Conseil européen extraordinaire, il y a une augmentation quand même de 5% à peu près, une réactualisation de 5% du budget européen. Donc voilà, il y a des augmentations possibles, mais probablement pas à la hauteur de ce qu'il faudra sortir pour, disons, il faudra se répartir un gâteau qui n'est pas extensible à l'infini. Et évidemment, les eurosceptiques, notamment de droite et de gauche, ne sont pas très favorables à l'intégration à terme de l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc il y a du débat aussi sur ce sujet. Et puis encore, évidemment, l'élargissement nécessite de revoir la gouvernance pour éviter l'immobilisme de l'Union européenne. Parce qu'on s'achemine, si on regarde bien, vers une Union européenne à 33, 34, 35, 36 États. Et donc, il faudra sûrement négocier une transformation des règles, notamment de décision. Et donc, il faudra
probablement essayer d'amoindrir les votes à l'unanimité, mais ça va beaucoup résister, parce que chaque petit État veut son droit de veto. Et puis, il faudra aussi beaucoup développer, il faudrait beaucoup développer les votes à la majorité qualifiée si on ne veut pas un blocage de l'Union européenne. Et ça, c'est un sacré chantier. C'est un chantier même colossal, parce que c'est d'une certaine manière une évolution forte des règles actuelles. J'ose pas dire que c'est une refondation de l'Union, ça serait probablement un peu exagéré, mais c'est quand même des modifications, des décisions extrêmement difficiles qui touchent les traités. Bon. Je parle sous ton contrôle. Bien sûr, bien sûr. Si je dis une bêtise, tu m'interromps. Non, pas du tout. Bon, donc, et puis évidemment. Oui, oui, oui. Il y a toujours autour de ces nouvelles adhésions la question du rapport avec la Russie, qui évidemment ne voit pas ça d'un très bon œil. Il y a des troupes russes dans 2 régions de Géorgie, où Moscou avait joué la même politique qu'en Ukraine en 2008, et c'est gelé depuis, mais c'est pas réglé. Il y a une région de la Moldavie, la Transnistrie, qui est soutenue par Moscou. Il y a la Serbie qui est proche de Moscou aussi. Donc tout ça, ça fait des problèmes assez considérables pour régler le sujet de l'élargissement. Il y a des dossiers économiques qui, bien sûr, vont être aussi importants. Je ne vous détaille pas, puisqu'il faut que normalement, il y a un plan de 750 millions qui a été débloqué pour relancer l'économie post-Covid. Et il s'ajoute aux 71 milliards initiaux, normaux du budget, donc c'est le budget annuel de l'UE, qui est d'ailleurs pas très très important, c'est 1% du PIB européen. Donc voilà, une bonne partie de ces crédits sont attribués aux États, avec quelques conditions d'état de droit. Et la Hongrie a encore 20 milliards d'euros qui sont bloqués du fait de son illibéralisme. Et donc évidemment, là aussi, il peut y avoir des débats parmi les partenaires. Évidemment, je vais terminer par la guerre en Ukraine, parmi les enjeux. La guerre en Ukraine, ça veut dire l'engagement de l'UE pour soutenir l'Ukraine. Jusque-là, au fond, le soutien a été à peu près presque, large, on va dire, pas consensuel, mais large. Ça risque de changer un peu, et l'Europe essaie de se préparer, l'Union européenne essaie de se préparer à la situation où les États-Unis d'Amérique se désengageraient. Les élections sont en novembre 2024. Si les États-Unis se désengagent de leur soutien massif actuel à l'Ukraine, et bien évidemment, l'Union européenne sera en première ligne. Normalement, elle a prévu un budget, faire voter, elle a un budget de 50 milliards pour l'aide à l'Ukraine d'ici 2027. Enfin, c'est fait. Non, c'est pas fait. On en parle. Donc, en décembre, en décembre, il y avait un blocage. Il y avait un blocage, toujours le même. Pour l'unanimité sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, Viktor Orban est parti aux toilettes. Oui. Vous avez suivi ça dans la presse.
Mais là, je ne sais pas ce qu'il va faire. Pour l'instant, je n'ai pas compris, en regardant ces derniers jours les nouvelles, je n'ai pas compris qu'il mettait beaucoup d'eau dans son vin. Dans sa vessie. Dans sa vessie. Donc, voilà, donc là, on va voir demain, puisque demain, c'est à l'ordre du jour du Conseil européen extraordinaire. Donc peut-être que ça va se débloquer demain, on peut le souhaiter, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas fait complètement. Bon, voilà. Et ça a fait rebondir aussi la question de l'Ukraine, la question de l'Europe de la défense. Et donc l'Europe de la défense, jusque-là, il y avait très peu d'Europe de la défense. Donc, oui, je sais que tu vas tiquer sur... Non, je tique pas. Sur les autres, parce que je t'ai déjà entendu parler des embryons d'Europe de la défense, qui existent évidemment, mais voilà, pour l'instant, c'est quand même largement les États, la défense. Alors, cela dit, l'OTAN, sous l'égide de l'OTAN, tous les États européens ont accepté de faire monter leur budget de la défense à 2%, ce qui est quand même une mesure assez importante, qui n'était pas à l'ordre du jour ces dernières années, parce qu'on était plutôt à la descente des budgets de la défense dans un contexte, on va dire, beaucoup plus apaisé. Mais on a changé le monde de ce point de vue-là. Bon, donc, voilà, je signale juste que à l'agenda des prochains mois, il y aura probablement, est-ce qu'il faut créer un fonds spécial pour aider l'industrie de la défense à être plus compétitive, plus efficace. Et donc Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur chargé aussi de la défense, a proposé, a mis sur la table une proposition d'un fonds de 100 milliards, c'est pas rien, pour aider à gérer une aide à l'Europe, à la défense et à l'industrie européenne de défense. Et donc, voilà, ça c'est un problème important qui ne sera peut-être pas beaucoup dans les enjeux de l'élection de juin, mais qui le sera ensuite. Et je ne sais pas exactement, peut-être qu'il va rebondir d'ici le mois de juin. J'ai évoqué des enjeux qui me semblent devoir être forts. Cela dit, on ne sait qu'après quelle a été la place effective de chaque enjeu dans une élection, qu'elle soit nationale ou pas nationale. Ma conclusion est très courte et vous pourrez la lire. Bon. Et vous pourrez regarder aussi, j'ai mis des sites et 2 ou 3 livres assez généraux sur l'Europe. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, ça nous laisse comme ça. Merci beaucoup de tous tes éclaircissements sur les différents enjeux politiques. Et je suppose qu'il y a des questions dans cette salle. Pour les étudiants qui ont écouté la conférence, il y a sûrement des questions. Non? Allez. Oh, quel étudiant remarquable! Moi, j'ai 3 questions techniques, en fait. La première, c'est est-ce que la présidence de la commission s'est limitée à 2 mandats? Est-ce qu'il y a une prépondérance du président du Conseil sur la présidente de la commission, puisque vous vous souvenez, quand ils avaient été invités dans un pays, on avait laissé à Madame von der Leyen qu'un sera en Turquie. Et la troisième question, c'est est-ce qu'il y a effectivement une obligation dans l'adhésion européenne de solidarité, comme l'article 5 qu'il y a dans l'OTAN? Parce que j'ai entendu récemment Hubert Védrine qui disait non, alors que la grande journaliste Van Rettergel disait oui, il y a une solidarité. Donc voilà, je voudrais savoir ce qu'il en est. Je te laisse répondre à ces questions institutionnelles. J'ai envie de te renvoyer la balle parce que tu en connais sûrement beaucoup plus que moi sur ces sujets. Je pense que c'est limité à 2 mandats. C'est pas limité parce qu'il n'y a jamais eu d'exercice de cette nature. Donc 2 mandats, oui, c'est un peu classique, mais c'est plus politique qu'autre chose. C'est plus politique qu'autre chose. Et vraisemblablement, elle sera à nouveau candidate à la présidence de la commission.
Bon, il y a effectivement l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN, un article dans le traité sur l'Union européenne. Si un État membre de l'Union est l'objet d'une attaque venant de l'extérieur, tous les autres États viennent à son secours. Ce qui veut dire que si par exemple la Lituanie était menacée par l'armée russe qui rentrerait sur le territoire lituanien, les 26 autres États seraient dans l'obligation de lui porter secours, et quels que soient les moyens possibles. Et donc, vous voyez, c'est ça, et on a c'est le même, simplement dans le traité sur l'Union européenne, il y a aussi le partenariat entre l'Union européenne et l'OTAN, et qui est aussi dans cet article du traité sur l'Union européenne. Voilà. Je crois la troisième. La troisième, c'est la prépondérance du président du Conseil sur la présidente de la Commission. Ben, en fait là, non, ils se tiennent. oui, ils se tiennent, sauf que le président du Conseil européen, c'est le président qui représente les États membres, et qui est donc à la tête, en quelque sorte, de cette réunion des chefs d'État ou de gouvernement des États membres. La commissaire, la présidente de la Commission européenne représente l'intérêt général de l'Union européenne. Elle n'est pas la représentante des États membres en tant que telle. Et sur ce registre-là, le président du Conseil européen, en fonction de sa personnalité, tente de jouer, en quelque sorte, une place supérieure. Et quand il a des partenaires à la mode, par exemple, de M. Erdogan ou d'autres qui sont plutôt favorables aux États qu'à la Commission, eh bien, il y a des effets. Mais ce n'est pas la même fonction. Ce n'est pas la même fonction. Oui. Et dans la période actuelle, il y a quelque chose d'intéressant d'ailleurs pour M. Michel, c'est qu'il avait dit qu'il allait démissionner pour se présenter aux élections européennes belges. Il vient de décider, il y a quelques 24 heures à peine, il vient de décider de ne plus se présenter aux élections en Belgique et de rester président du Conseil européen parce qu'il craignait qu'on ne trouve pas de président du Conseil européen au moment de la présidence du Conseil, cette fois-ci de l'Union, du Conseil des ministres en quelque sorte, au moment où la présidence hongroise arriverait. Et donc ça serait M. Erdogan qui aurait, Orban qui aurait dit je serai moi-même le président du Conseil européen pendant cet exercice, il n'y a pas de président. Et comme il y a des élections, c'est un peu compliqué, donc là, M. Michel a décidé de continuer à être président jusqu'à la fin de son mandat. Non, mais pas seulement, c'est lui le conférencier. Oui, mais il est plus spécialiste que moi. Non, mais la différence quand même, le président de la commission a été pour 6 ans, et le président du conseil, c'est 6 mois. C'est 2 ans et demi, 2 ans et demi renouvelables une fois. 2 ans et demi renouvelables. 2 ans et demi renouvelables. Non, et la présidente de la commission, c'est 5 ans. Hein. C'est exactement la même chose que pour le Parlement européen. Le Parlement européen, c'est 5 ans, c'est à nouveau 5 ans, c'est tout, à la présidente de la commission. S'ajoute à tout ça la présidence tournante tous les 6 mois. Voilà, oui, c'est la présidence tournante, mais ça, c'est la présidente, cette fois-ci, du Conseil des ministres. Oui, oui. Conseil des ministres. Oui. Je vais reposer la question de Gilles différemment. À partir du moment où la Commission est considérée comme étant le gouvernement de l'Union, quel est le Premier ministre? Il n'y en a pas. C'est la présidente ou c'est la Non, personne ça c'est un souhait plus qu'une réalité. Le souhait c'est de considérer que le gouvernement... Je vous rappelle quand même que les décisions, lorsqu'on va devant le Parlement européen, c'est la Commission européenne et le Conseil de l'Union qui travaillent ensemble et qui décident. Hein, donc il y a les deux aspects, hein, quand même, la Commission et le Conseil de l'Union, et le Parlement européen va en quelque sorte, Parlement, Conseil, Commission, c'est une sorte de trio pour la décision. Sur le pacte migratoire, ça s'est terminé en décembre par un trio. Oui, c'est un trio. Plusieurs jours de négociations finales entre les trois. Et donc, pas les 700, mais les représentants du Parlement, la Commission et les chefs d'État. D'ailleurs, l'un des enjeux de ces élections aussi, c'est de savoir si les rapports qui ont été confectionnés, notamment le rapport franco-allemand qui a été réalisé sur la transformation avec Olivier Costa,
politologue remarquable aussi, puisque effectivement il y avait cette idée qu'il faut faire évoluer les institutions pour les rendre plus compréhensibles par les électeurs sur ce registre. Et il y a effectivement toute une série de suggestions faites dans ces, pour que le Parlement européen soit un réel Parlement, et notamment qu'il y ait l'initiative législative. Je rappelle que le Parlement européen n'a pas l'initiative législative. C'est la Commission qui a l'initiative législative. Le Parlement va étudier les textes que la Commission propose, mais le Parlement n'a pas directement l'initiative législative. Et dans les rapports de modification des institutions, il y a cette proposition que le Parlement soit véritablement un Parlement avec une capacité d'initiative législative. Et puis il y a aussi les propositions, tu l'as dit aussi tout à fait justement, sur les questions de la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, plus on va augmenter le nombre d'États, plus le système du vote à l'unanimité sera extrêmement compliqué à faire fonctionner. C'est déjà compliqué à 27, mais imaginons que ce soit à 35, encore plus compliqué. Donc il y a cette idée de trouver une majorité qualifiée, mais un peu plus équilibrée, du 60-60. 60% des États représentant 60% de la population, mais des choses un peu plus simples sur ce registre-là. Certains poussent à aller plus loin encore, mais là on est encore loin sur cela. Moi, ce que j'aurais aimé te poser comme question, parce que là, le politologue, bien évidemment, c'est la montée du populisme. Tu l'as quasiment pas évoqué, j'étais surpris. La montée du populisme en Europe, qui est très fort, et dans quasiment tous les États européens, bien évidemment en Allemagne, mais bien sûr ailleurs, et avec des aspects positifs parfois, c'est que de temps en temps, eh bien, les Polonais changent d'avis et reviennent vers quelque chose de plus serein. Mais la montée du populisme, c'est quelque chose. Et le score du Rassemblement national dans les statistiques aujourd'hui, enfin les sondages d'aujourd'hui, oui, on est à 30%. Pour la France. Pour la France. Donc l'élection européenne, deuxième question, l'élection européenne n'est-elle pas en réalité en France une élection française? Oui, alors ça me avant permet, toute chose. Ça me permet d'abord de redire un point. Je crois que je l'ai dit sur mes slides, mais je l'ai oublié par oral. Les enjeux de l'élection européenne sont en partie des enjeux nationaux. Ils ne sont pas complètement des enjeux européens, puisque, au fond, les politiques nationales restent dominantes. C'est-à-dire chaque espace politique national est plus important que l'espace européen. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai sauté. On a parfois considéré les élections européennes comme des élections de second ordre, dans la mesure où ces élections ne désignent pas les gouvernants du pays. Et donc, ce n'est pas les élections qui sont de ce fait les plus mobilisatrices. Et du coup, les électeurs ont eu tendance à utiliser ces élections, historiquement, pour exprimer leur mécontentement à l'égard des gouvernements en place. Et donc, en général, les gouvernements nationaux font un mauvais score aux élections législatives parce que, au fond, un certain nombre des électeurs habituels se démobilisent ou même votent contre, parce que c'est un vote qui, pour eux, au fond, ne joue pas trop, n'a pas trop d'importance, donc ils peuvent faire un écart, envoyer un message à leur parti principal qui est au pouvoir, pour lui dire « Fais attention, dans les élections nationales qui vont venir, je pourrais ne pas te soutenir si tu ne modifies pas un peu la barre. » Voilà. Donc les enjeux nationaux restent importants, mais quand même, je pense que leur place a baissé depuis 2 élections. Enfin, depuis, oui, progressivement, mais 2014 et 2019. C'est-à-dire que, et surtout 2019, c'est-à-dire que 2019, les enjeux européens, au fond, sont devenus plus saillants, et je pense, mais je m'avance beaucoup en disant ça, mais je pense que ça va être un peu la même chose
pour ces élections européennes de 2024. Parce que, au fond, la conscience des enjeux européens, avec le contexte de la guerre en Ukraine, avec ce que j'ai évoqué comme enjeu important européen, ça pèse beaucoup dans l'opinion. Donc les gens savent qu'il y a des enjeux importants. Donc je pense que les enjeux nationaux, ils ne vont pas être absents, mais ils devraient être moins importants. Bon, mais je voulais dire autre chose. Sur quoi tu m'avais lancé? Ah oui, sur le populisme. Alors, je récuse quand même de ne pas en avoir parlé. Je fais exprès, je fais exprès. J'ai peut-être pas utilisé souvent le mot populisme, qui est un peu difficile à manipuler, dont on ne sait pas toujours ce qu'il recouvre, mais j'ai beaucoup insisté quand même sur la montée de la droite radicale. C'est quand même là qu'on trouve actuellement des leaders populistes les plus importants. À l'extrême gauche, il y en a eu des leaders populistes en Espagne, en Grèce, et au fond, globalement, pour le dire très vite, l'expérience du pouvoir, parce qu'ils ont été au pouvoir ou partiellement au pouvoir, ça les a soit anéantis, c'est le cas en Espagne, soit fortement affaiblis, c'est le cas en Grèce. En Grèce aujourd'hui, et puis démocratisé, entre guillemets, social-démocratisé. En Grèce aujourd'hui, ils sont considérés comme un parti de gauche modérée, voire de centre-gauche. Et donc, ils sont passés sous les contraintes de l'Union européenne après la crise de 2008. Monsieur Fomédé, je trouve plus son nom. Tsipras, oui. Voilà, donc je pense en avoir parlé, et donc j'ai bien essayé de dire que l'un des enjeux très forts de cette élection, ça serait la place de ces droites radicales, largement populistes, dans le résultat de l'élection. Parce que j'ai même évoqué l'hypothèse qui n'est pas complètement de changement de majorité, ce qui serait un tsunami. Un tsunami. Ce n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable aujourd'hui, mais il y a encore 5-6 mois, évidemment, dans les résultats de l'élection, l'importance de l'abstention joue beaucoup, parce que ce n'est pas n'importe quelle tendance qui s'abstient. Et donc, d'une certaine manière, s'il y a peu d'abstention, moins d'abstention, ça risque plutôt de favoriser les eurosceptiques. Alors, sur ce registre-là, moi je constate que l'AfD a commencé à dire qu'il faut sortir de l'Europe et sortir de l'euro. L'AfD allemande, c'est la première fois qu'on entend. Ce qui n'est pas du tout le cas du Rassemblement national, bien évidemment. Et l'AfD allemande est en tête des sondages en Allemagne. Il y a des sondages où elle monte à 25, c'est plutôt 22. Bon, il faut contrôler, mais c'est pas rien. Alors, là aujourd'hui, j'ai essayé de brasser sur il y a deux questions. On va dire sur tout le spectre des enjeux de l'Union européenne. Et pour clore sur ta affaire, j'ai fait l'autre jour à l'Union locale CFDT, avec Gilles Escalona, j'ai fait quelque chose sur les extrémismes. Et au forum, on a fait quelque chose sur le populisme aussi, au forum de l'événement. Je commence. Je vais essayer d'être rapide alors. Tout d'abord, merci pour la conférence, c'était très intéressant. Alors moi aussi, ça serait plus une question technique, et ça serait peut-être dans la continuité de la montée du populisme en Europe, ça serait sur la qualification des pays sûrs en fait. Comment on pourrait les définir et selon quels critères, et surtout qui doit les définir? Est-ce que ça doit être les États européens eux-mêmes? On l'a vu, le Danemark, je crois, en fin d'année, il voulait délocaliser au Rwanda les demandes d'asile, ou ça doit se faire au niveau européen comme un nouveau règlement de Dublin, par exemple?
Alors, question technique, moi je ne suis pas très compétent là-dessus, mais il me semble qu'il n'y a pas de définition officielle des pays sûrs et pas sûrs. Donc, voilà, il faut, normalement, on n'exclut pas, on ne renvoie pas, l'Union européenne ne doit pas renvoyer les États d'entrée dans un pays qui n'est pas sûr. C'est dans la Convention de Genève. Oui, mais Non. Oui, mais sauf que sur ce registre-là, ce qui est important, c'est les États qui décident. C'est les États qui décident de renvoyer, parce que c'est sur leur sol, et c'est ça qui décident. Et c'est aussi les États qui, en quelque sorte, par rapport à la Convention de Genève, et ainsi de suite, mais qui définissent si un État est sûr, c'est-à-dire si la personne ne risque pas, en revenant chez lui, d'être emprisonnée. C'est le gros débat avec les Britanniques aujourd'hui, avec le Kenya, je crois que c'est le Kenya. Ou le Rwanda. C'est le Rwanda, pardon. Et il y a eu en Royaume-Uni une décision de la Cour suprême. Qui a refusé. Oui. Et ça va revenir, je ne sais plus où ça va revenir, mais l'histoire n'est pas terminée. Donc voilà, mais c'est un débat, et évidemment, chaque fois, quand ils vont devant les tribunaux, les migrants, ils disent mon pays n'est pas sûr, je risque ma vie. Mais les tribunaux sont nationaux. Mais oui, devant les tribunaux nationaux. Tout à fait. Et ils disent je risque ma vie, et le tribunal, en fait, indirectement, ce qu'il dit, c'est s'il renvoie, s'il maintient une OQTF, obligation à quitter le territoire, ça veut dire qu'il considère que c'est sûr. Mais évidemment, c'est bien. Ah, là-haut aussi. Un étudiant, je pense. Hein. Parlez fort. Pourquoi, dans la mesure où l'Europe a voté le pacte vert, un des objectifs, c'est d'assurer le revenu équitable des agriculteurs, la compétitivité. Pourquoi, dans ce cas-là, quel est l'intérêt du coup pour l'Union européenne de négocier un accord avec le Mercosur qui n'est pas encore passé, de ce que j'ai compris? Quel est l'intérêt, sachant que ça a l'air plutôt en contradiction avec les objectifs cités précédemment? L'intérêt des gens qui ont une vision libérale de l'économie, c'est de permettre davantage de compétitivité à l'international et donc l'entrée des produits. Alors évidemment, c'est un peu contradictoire avec les intérêts des agriculteurs, parce que il y a une loi qui a été, une directive ou un règlement, je ne sais pas, de l'Union européenne qui s'appelle EGalim, sur... C'est une loi française. Oui, ça c'est une loi française. C'est une loi française. Donc cette loi, elle dit que pour fixer le prix des produits, on part du coût de revient de l'agriculteur. Et que la grande distribution doit partir de là pour négocier avec les agriculteurs. Elle ne peut pas aller à moins. Et donc, évidemment, si on applique ça partout, ça veut dire que les produits européens, ils sont peut-être de qualité, mais ils sont à un coût moindre que dans des pays qui ont moins de règles. Et donc, c'est un peu contradictoire, en effet. Et donc, au fond, indirectement, la préférence nationale, c'est une question générale qu'on peut discuter de manière générale, mais de manière très concrète, ça se pose très souvent. Et donc, il y a plein d'incitations à des formes de préférence nationale à tous les niveaux des sociétés européennes, parce que privilégier le local, ça vaut pour les recrutements d'enseignants, ça vaut pour les produits de consommation courante, agroalimentaire. Et ça, on fait parfois de la préférence nationale sans le dire. Mais sur ce registre, c'est un sujet vraiment très très compliqué. Il nous faudrait quasiment une heure et demie pour évoquer que ce sujet.
Je veux simplement rappeler que l'Union européenne est la première exportatrice de produits agroalimentaires. Première exportatrice mondiale de produits agroalimentaires. C'est aux alentours de 60 milliards d'euros chaque année. Et la France est très élevée dans cette production agroalimentaire. Et donc, on envoie nos produits et ne voudrait pas recevoir les autres. Et là, c'est difficile à discuter, à négocier. Alors, sur le Mercosur, notre Premier ministre a dit pas question de ratifier ce Mercosur, par conséquent, la France ne le fera pas. L'Allemagne vient de proposer que peut-être il faut diviser cet accord de Mercosur entre les produits industriels et les produits agroalimentaires. Et que pour les produits industriels, on continue, notamment pour les véhicules allemands, parce que c'est quand même cette dimension. Et pour l'agroalimentaire, peut-être il faut avoir une autre posture, une autre habitude. Mais peut-être qu'il faudrait aussi que les consommateurs européens, lorsqu'ils vont dans les supermarchés, regardent d'où viennent les produits avant de les acheter, parce que les consommateurs européens achètent très largement des produits qui ne sont pas produits sur place en Europe. Aussi, les consommateurs, parce qu'ils considèrent que c'est nettement meilleur sur le plan du prix. Et par conséquent, on ne regarde pas d'où ça vient. Et sur ce registre-là, c'est un peu compliqué d'expliquer aux consommateurs, changez vos habitudes de consommation, me semble-t-il. Il y avait une autre question, peut-être. Oui, mais là, attends, déjà, il n'a pas pu s'exprimer encore, pardon. Je voulais revenir sur la montée de la droite radicale. Et en fait, la montée de la droite radicale, est-ce qu'elle est corrélée à l'euroscepticisme? Ah oui, bien sûr. Parce que si elle est... C'est pas si évident que ça. C'est compliqué. Parce que est-ce qu'elle est vraiment... Est-ce que c'est vraiment dans les États où il y a où tu trouves, par exemple, dans les sondages Eurobaromètre, des réponses très, très importantes proportionnellement sur la question de la confiance, par exemple, les pays où il y a une faible confiance dans l'Union européenne, sont-ils aussi les pays où tu trouves cette montée de la droite radicale? Je pense largement, il faudrait vérifier un peu, mais globalement, en tout cas, si tu regardes les gens qui ont un programme eurosceptique, on les trouve beaucoup dans la droite radicale et on les trouve aussi largement dans la gauche radicale. Donc, normalement, ça joue sur leur vote, sur les votes des parlementaires européens. Donc, oui, pour moi, il n'y a pas de... C'est assez clair. Mais ça ne va pas jusqu'à quitter l'Union européenne quand non, même. Oui, oui, bien sûr. Sauf AfD qui a envie de quitter. Oui, oui. Donc l'euroscepticisme, le cas de l'Italie est très intéressant, parce que Madame Meloni, elle s'est fait élire sur un programme qui était très anti-européen, et elle a quand même mis pas mal, de manière assez à droite, tout à fait. Elle a mis pas mal d'eau dans son vin. Pas comme Monsieur Orban. Peut-être une dernière et puis on va te libérer. C'est une question sur la politique migratoire. Je n'ai pas bien compris les chiffres, 970 000 et 384 000. Quel est leur rapport? Réfugiés, demandes et tout ça? Alors 972 000, c'est le nombre total de demandes d'asile politique. Et 300, je ne sais plus combien, 40 000, quelque chose comme ça. 380 000, je ne sais plus. 30 000. 330 000, c'est le nombre de personnes, de migrants qui ont été acceptés, qui ont reçu un droit de séjour. Et la différence, ils sont repartis ou ils sont en fraude dans le pays? Les autres, ils sont irréguliers. Oui. Bon. Allez, une petite. Hein. Une petite, il me semble qu'il y a dans certains pays une contestation de l'état de droit. Et je dirais en Pologne, en Hongrie, je dirais, et puis est-ce que ça veut dire qu'il y a une compréhension différente de l'état de droit ou c'est une contestation de la démocratie, puisque c'est le pilier de la démocratie et dire, Alors, oui, je pense qu'il faut un peu distinguer les deux pays que mentionné. L'autre jour, dans
l'intervention que j'ai faite à l'Union locale CFDT, des retraités, il y avait quelqu'un qui doit être d'origine hongroise, je pense, qui a expliqué que, et il avait raison, qui a expliqué que M. Orbán, il a commencé sa carrière politique très jeune et il l'a commencé comme militant anticommuniste. Donc il a construit sa popularité sur la lutte contre la Russie et contre le gouvernement de son pays proche de Moscou. Et donc ça a été, voilà, ça lui a assuré, je dirais, une base. Et il est extrêmement populaire, et donc il a été élu au premier tour pour son 4e mandat avec 54% des suffrages, il y a 6 mois ou 1 an, je ne sais plus. Donc il a une position, et il a je crois, 1 ou 2 partis qui doivent l'appuyer. À l'extrême droite, alors faut-il quand même rajouter qu'à l'extrême droite, il y a une droite radicale, il y a plus radical que lui en Hongrie. Le Jobbik ou le Robbik, je ne sais pas bien comment on prononce, est un parti beaucoup plus extrémiste. Et donc, voilà, la Hongrie, Orbán se veut illibéral. C'est-à-dire que pour lui, en effet, il faut une démocratie qui est pas pour nous une démocratie représentative. Il est pas complètement, on va dire. Il est donc, oui, il est plus autoritaire qu'autrefois, parce que précisément, il a mis telle aura que il sent plus ses limites, si j'ose pas employer une expression plus triviale, mais il ne se sent plus. Et donc, sur la Pologne, c'est pas tout à fait la même situation, puisque Henri l'a rappelé tout à l'heure, c'est quand même très... Aujourd'hui, la Pologne est très divisée sur toutes ces questions, sur anti-Europe, pro-Europe, sur la démocratie. Et au fond, à Varsovie, dans les grandes villes, l'opinion est très pro-européenne. Pour le PiS, qui est donc la droite radicale en Pologne, cette droite radicale, elle est massivement implantée dans les communes, dans la Pologne rurale. Donc, et ça a basculé du bon côté avec quelqu'un qui est un grand Européen, M. Tusk, qui a été président du Conseil européen. Donc, voilà, c'est pas la même chose. Mais l'illibéralisme peut nous menacer parce qu'il est souvent lié au populisme. Pour compléter ta réponse sur la question de l'état de droit, c'est ceux qui sont opposés à la séparation des pouvoirs, et la séparation exécutif, législatif, judiciaire, et qui manipulent en quelque sorte le judiciaire pour que le judiciaire obéisse à l'exécutif. Voilà. Et aujourd'hui, M. Donald Tusk est en grande difficulté en matière de liberté de la presse, parce que le tribunal constitutionnel polonais, les membres ont été choisis par le parti précédent, et ce tribunal constitutionnel dit ce que vous souhaitez faire en matière de liberté de la presse, c'est non conforme à la Constitution, parce que la séparation des pouvoirs a été malmenée en quelque sorte. Et donc il faut le temps de faire revenir, que le Parlement revienne sur ces législations qui ont été introduites sous l'influence du PiS dans les années antérieures. Alors il y a la jeune femme qui veut bien qu'on arrête peut-être, enfin je ne sais pas. On a parlé aussi de transition énergétique, Green Deal, le pacte vert. Est-ce que alors, le sujet de la transition écologique nucléaire, ça va être abordé, il y aura un débat? J'ai rien vu dans la matière. Je crois que ça a été beaucoup à l'ordre du jour dans les débats politiques, le nucléaire il y a 20 ans. Aujourd'hui, au fond, le nucléaire civil, il est plus
tellement contesté. La question aujourd'hui, la France avait limité et elle est revenue là-dessus, elle a relancé. L'Allemagne commence à dire qu'ils avaient décidé d'arrêter. Ah, c'est arrêté. Mais oui, mais ils commencent à dire les que 3 centrales ont arrêté. oui, mais ils commencent à dire qu'ils vont peut-être changer leur fusil d'épaule. Donc là, parce que là, il y a eu une négociation pour comprendre dans l'électricité, la fabrication de l'électricité, est-ce qu'on pouvait aussi mettre le nucléaire? Et là, ça a été adopté comme quoi on peut mettre le nucléaire dans la fabrication de l'électricité. Il y avait eu tout un doute sur l'évolution de l'énergie électrique. Est-ce que ça peut être dans le nucléaire ou pas? Et la France a obtenu que ça puisse être, parce qu'elle n'est pas le seul à avoir des centrales nucléaires dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc maintenant, ça a été accepté comme un élément de. Est-ce que ça reviendra pour la suite sur les déchets nucléaires et ainsi de suite? C'est pas impossible que ça revienne par la suite. Ça, au niveau européen. Oui, au niveau européen, bien sûr, bien sûr. Bon, ben merci beaucoup. Merci à vous. Et merci d'être resté encore plus longtemps.